Salut à tous, bienvenue dans le deuxième podcast rugby du Club 115. On va revenir un petit peu sur le match de la Géorgie, mais bien sûr aussi sur la rencontre qui attend les Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Pour en parler, j'accueille mon ami Max. Salut Max. Salut à tous. Bon Max, on n'a pas de temps à perdre, on va vite rentrer dans le sujet. Avant d'aborder la rencontre que tout le monde attend face aux All Blacks, je te propose qu'on revienne un petit peu sur le match de la Géorgie. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette rencontre des Bleus? Beaucoup de critiques, mais si c'est une victoire assez large, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Bah, je pense que t'as bien résumé, quoi. 6 essais, une victoire assez large. On n'a pas été flamboyant, on a été brouillon. Peut-être le match le plus brouillon qu'on ait fait de l'ère Galtier. Mais ça a montré que même en étant moyen moins, on peut coller 40 pions à une équipe de Géorgie qui n'est pas une équipe, je sais pas, qui est pour moi meilleure que l'Italie, mais qui est pas une si petite équipe que ça. Donc, non, non, très, très, très content de la victoire. Au final, c'est ça qui compte. Et on savait très bien, quand on allait attaquer cette tournée, que l'Argentine et, et la Géorgie serait plus l'apéro et l'entrée, inversé du coup. Mais on sait que le pas de résistance samedi, c'est ça qui compte. Donc si jamais on s'est mis un peu en deçà pour les deux premiers matchs, mais qu'on est à 2000% samedi, je vais pas faire la fine bouche. Alors autant je suis pas sûr qu'on était en deçà contre l'Argentine, je pense qu'on est tombé face à une grosse opposition. Autant contre la Géorgie, je pense qu'on a clairement vu une équipe quand même qui s'est réservée pour le match qui, on le rappelle, c'est pas de 7 jours mais de 6 jours, donc tu as un jour de récup en moins. Et oui, je pense que les joueurs en fait se sont un petit peu réservés. Alors déjà sur le plan individuel, où bah tu fais peut-être moins les efforts consciemment ou inconsciemment. Et ensuite aussi sur le plan collectif, où je pense que on a essayé de un petit peu aussi cacher notre jeu pour pas que l'All Black c'est tout notre jeu à analyser. C'est-à-dire que par exemple, nous n'avons pas fait de montée inversée, de montée défensive inversée par exemple. Ou on peut dire aussi qu'on n'a pas vu beaucoup de combinaisons, hormis sur l'essai de Damien Penaud, mais relativement peu de combinaisons, relativement peu de jeux dans le dos, relativement peu de passes, tout simplement. On a souvent été assez individualiste, pardon, ou alors on a essayé de jouer sans vraiment rentrer dans la défense adverse. Donc on n'a pas montré grand-chose, et ça je pense que c'est en prévision du match contre les Blacks. Et mine de rien, même en montrant pas grand-chose, comme tu dis, on met 40 points à une équipe de Géorgie qui bah, n'en prend jamais plus de 50 hein, depuis quelques années maintenant. Ils ont résisté contre le Pays de Galles, l'Irlande, l'Afrique du Sud ces derniers temps, même contre l'Angleterre. Donc la France est, on va dire, dans les standards de score contre la Géorgie. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, j'ajouterais même, pendant des années et des années, chaque match qu'on jouait, on devait être à 100% parce qu'on n'était pas sûr de gagner pendant 10 ans. La preuve, on perd à la maison contre les Fidji, on fait match nul contre le Japon. On est obligé de se donner à 100% et aujourd'hui, on se rend compte que on n'est pas obligé de se donner à 100% pour battre des équipes plus faibles que nous. Et ça montre un sacré bond en avant de l'équipe qui se rapproche pardon, des standards internationaux et mondiaux dans le cadre de ce genre de compétition-là. C'est intéressant à voir aussi, je pense. Néanmoins, on peut aussi dire que ça peut être un petit peu dangereux d'avoir cette approche, parce en étant, on va dire, demi-teinte face à la Géorgie, en tout cas en n'exprimant pas notre plein potentiel, et en faisant un match finalement contre l'Argentine de laborieux, on a dû batailler jusqu'au bout. Et ben on s'expose au fait que bah, si on perd les Blacks, c'est pire. Si on prend un petit score face aux Blacks, un petit écart, et bah, on dirait que finalement la tournée a été ratée, qu'on n'a pas été capable de gagner convenablement nos deux premiers matchs, et qu'en plus on perd le troisième face à la meilleure nation. Oui, ça dépend après de l'interprétation des gens, si vous êtes plus critique ou plus soutien à l'équipe de France. Moi, je suis plus soutien, donc je vois plus le fait qu'on apprend à gérer nos matchs pour faire des gros matchs quand il faut les faire. Et bon, on verra si samedi, l'histoire me donne raison, mais je pense qu'il y a moyen. J'espère bien, on le souhaite. Et pour ça, on va tout de suite, je te propose passer à ce match-là. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que nous-mêmes nous attendons. Est-ce on fait un rappel vite fait de la compo ou tu penses que tout le monde l'a sous les yeux peut-être? Bah, je peux peut-être la faire vite fait, ça va pas prendre longtemps, tu sais, c'est simple. Eh ben vas-y. Du coup, première ligne, c'est Pai, Antonio à la pile, Movaka au milieu, Woki Williams en deuxième ligne. Troisième ligne, c'est Cross et Jelonche en 8. On a Aldrit, charnière toulousaine, Dupont-Ntamak. Paire de centre, Tanti, Ficou. Et puis aux ailes, on va avoir Filière, Penaud à l'arrière, Jaminet. Le banc, c'est Barlow, Gros Bamba pour la première ligne. Pour le reste des avants, c'est Tao, Flamand et Cretin. Et une charnière remplaçante 22-23, Luc Jalibert. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand tu as énoncé la compo, c'est que tu as énoncé la charnière comme si c'était d'une normalité et d'une banalité incroyable. Alors, en fait, non, c'est la première fois que la charnière du Stade Toulousain
va être aligné pour cette tournée. Ce qui signifie donc que le 5/8 n'est pas reconduit pour jouer face à la Nouvelle-Zélande. Mathieu Jalibert prend place sur le banc et Jonathan Dantier glisse au poste de 12. Max, bonne nouvelle ou pas qu'on parte sans notre 5/8 là face à la Nouvelle-Zélande? Bah, on a déjà discuté de maintes reprises tous les deux. Je n'étais pas du tout fan de ce 5/8, j'étais même, je vais pas dire diamétralement opposé, mais on s'en rapproche. Je suis content qu'on ait cette corde à notre arc, ça peut servir en fin de match, en cas de besoin, on peut l'utiliser. Mais face aux Blacks, où il va falloir de la densité physique parce qu'ils sont très très puissants, très très mobiles, ce 5/8 aurait pour moi pas été la solution. Donc très content de réaligner cette charnière qui se connaît par cœur. Ils jouent ensemble à Toulouse depuis 2 ans, même plus. Donc non, non, c'est pour moi la solution normale. L'achat de l'équipe de France, ça doit être Dupont et Tamac. Ils se connaissent, ils sont toujours performants dans l'équipe de France. Pour moi, ça ne doit pas bouger. Et est-ce que c'est normal, du coup, selon toi, que Mathieu Jalibert prenne place sur le banc plutôt que Romain Tamac? Bah, disons que pour moi, oui, parce que Jalibert, pour moi, est un très bon finisseur. Il apporte en fin de match sa fougue, son envie de chercher l'espace et de mettre à mal les défenses par sa vitesse. Et en début de match contre les Blacks, il va avoir du mal à le faire. Et je me dis qu'en fin de match, s'il est bien servi, si on est dans l'avancée, si les gros font le travail, il peut soit nous faire gagner le match, soit nous permettre de continuer à les presser et à marquer des points. Donc moi, cette association Ntamak 10 titulaire qui qui pose le jeu, qui a une technique incroyable et qui peut résister à une pression monumentale, on l'a vu depuis qu'il est tout Pression petit, mentale et il pression résiste à physique? ça. Ouais, c'est ça. En défense, Ntamak, c'est pas un peintre, contrairement à Jalibert qui parfois a tendance à s'échapper un peu. Donc non, moi je suis totalement pour cette association-là et Jalibert sur le banc pour moi c'est parfait. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, certains, je vois que certains auraient tendance à dire un petit peu Romain Tamac qui a un rôle de métronome, mais on a vu quand même sur ses prestations avec le Satouza, mais aussi avec les Bleus, que c'est plus qu'un métronome, c'est aussi un artiste du jeu. Il a réussi souvent à percer les lignes avec beaucoup de talent. Au Pays de Galles, je me souviens une interception qui nous sauve un petit peu les fesses pour l'emporter au final lors du Destination 2020. Donc c'est plus qu'un métronome, Ntamak. On n'est pas sur un profil type à la Johnny Wilkinson. On est quand même sur un joueur qui certes a une très bonne vision du jeu, un bon jeu au pied, mais qui peut aussi faire basculer le match par le jeu à la main et qui alimente très bien les lignes arrière. Ouais, et puis en plus de ça, c'est un excellent buteur. Si on perd, si Jaminet dans un match sans, parce que bah, il va fait sa 6e sélection à la maison face aux Blacks, ça arrive de se trouver, donc il pourrait très bien prendre le but. Là, j'ai sa stat devant les yeux. 21 sélections, 138 points. Ça fait une moyenne d'à peu près d'un peu plus de 6 points par match. Euh, ça reste des points que tu rentres. Donc, moi, je suis complètement pour garder ce Ntamak là au cas où, en tant que buteur. Bon, alors, je pense qu'on a bien donné notre avis là sur le petit duo Ntamak-Jalibert. Sans pour autant dire que l'un est nécessairement meilleur que l'autre, c'est deux profils différents qui dépendent sur les matchs. Là, en effet, on joue face aux Blacks, c'est logique que Romain Ntamak soit aligné. Et c'est aussi un petit peu un juste retour des choses parce que contre l'Argentine, c'est lui qui a été un petit peu sacrifié, on va dire, en étant centre, sorti rapidement. Donc, je trouve normal qu'il y ait un petit retour dans le fait qu'il soit récompensé en jouant face aux Blacks. Même si on est sur du rugby international et pas du monde des bisounours, c'est quand même bien aussi de montrer qu'on a confiance en un joueur qui n'a jamais déçu. Ouais, c'est ça. Il a toujours été présent, donc c'est normal qu'il puisse jouer. Bon, on le sait aussi, hein, Max, le rugby commence devant, il y a pas que la charnière qui compte, hein, ça commence devant. Et avant qu'on parle un petit peu des lignes de trois quarts, parce qu'il y a quand même une petite association d'anti-ficou qui sera intéressante à aborder, je te propose qu'on regarde un petit peu ce qui va se faire devant. L'information majeure de cette composition. Alors là, je sais, Je sais ce que tu vas me dire, je, je je, sais je, ce que tu vas je me pense dire. que tu imagines que j'ai parlé de Cameron Wauquiez en 4, mais ce n'est pas le cas, pas pour l'instant en tout cas. On va d'abord évoquer Julien Marchand qui est absent face aux All Blacks. Lourde perte ou les Bleus peuvent s'en sortir sans lui. Je dirais les deux. C'est une lourde perte parce que c'est notre talonneur titulaire. C'est peut-être un des meilleurs talonneurs d'Europe, si c'est le meilleur talonneur d'Europe avec Jamie George en Angleterre. Mais c'est aussi l'occasion de voir Mauvaka qui est très souvent contenté à ce rôle de numéro 4, souvent
en talonnage derrière Chat et Bourgarit quand qui ils étaient était plutôt performants. justifié jusqu'alors, hein. Ce qui était justifié, mais là, la baisse de régime des deux autres et lui qui fait que monter de régime. 3 essais en 2 matchs pour lui. Bon, 2 essais derrière des mauls, mais c'est ça aussi un bon talonneur. C'est quelqu'un qui sait finir les mauls à 5 mètres de la ligne. Mais c'est bien de le voir titulaire. Je pense que c'est sa première titularisation en équipe de France. Il faudra vérifier ça. Non, il avait débuté contre l'Italie lors de l'Autumn Nation Cup. Ok, bah, c'est sa deuxième titularisation, donc ça reste quand même peu expérimenté. Mais je suis content de le voir titulaire parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et puis ça permet de voir Gaëtan Barlow, qu'on a vu très bon en Australie et que j'ai envie de revoir jouer face aux Blacks. Ça va être un cadeau pour lui, hein. Il va avoir joué l'Australie et Nouvelle-Zélande dans sa carrière pour l'instant. Pour commencer une carrière internationale, c'est quelque chose d'assez fort, mais c'est à lui de montrer qu'il peut être présent et être numéro 3. C'est costaud, mais Gaëtan Barlow est un joueur de devoir et je trouve ça bien de récompenser ce genre d'éléments par un match contre l'All Blacks aussi parce qu'il a toujours été là depuis plusieurs semaines. Là, il était toujours appelé dans la liste et je trouve ça excellent qu'il soit remplaçant. Pour revenir un petit peu sur Movaka, il a fait un début de saison qui est quand même très très bon du côté du Stade Toulousain. On l'a vu, bah, c'est un très très bon joueur en sortie de banc. On l'a vu avec le Stade Toulousain contre Lyon par exemple, mais on l'a vu aussi bah, du coup contre l'Argentine où il marque un essai et contre la Géorgie, tu l'as dit. Donc moi je trouve ça bien aussi, vous voyez, de le voir aligné. C'est un joueur qui est plutôt sûr sur ses lancers. C'est un joueur de rugby moderne. Il est quand même explosif. Il gagne des mètres à l'impact. Maintenant, c'est quand même. Alors, moi, je trouve ça totalement justifié sur les performances actuelles de voir ce joueur titulaire, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir que là, face à la Nouvelle-Zélande, sans Marchand, on a un duo Movaka-Barlow au talon, alors qu'il y a encore quelques mois, Chat-Bourgarit semblait indéboulonnable, et qu'il y a même un an et demi, on se demandait si Kamisha n'avait pas le niveau de Julien Marchand. Donc, on a vu quand même une évolution qui est assez spectaculaire. Et ça, c'est quand même intéressant à noter, c'est que on est toujours sur le moment présent, etc. Mais on voit aussi bah, que les méformes, que l'éclosion de certains joueurs, elles peuvent bouleverser les éléments, la hiérarchie chez les Bleus. Et ça, Fabien Galtier n'a pas hésité à le faire. Il n'a pas hésité à donner sa confiance à des joueurs qu'il n'avait pas encore vus. Fabien Galtier a toujours dit depuis qu'il est dans l'équipe de France, la porte est ouverte à tout le monde et c'est ce que tout le monde aime beaucoup, c'est la méritocratie. Tu mérites d'y être, t'as bien joué, t'es bon, t'es meilleur que les autres, tu viens. Le seul problème que ça peut poser, c'est qu'à un moment, il va falloir fixer des joueurs pour aller à la Coupe du Monde. Parce que là, les talonneurs, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si jamais les formes restent actuelles, on va garder les 3 talonneurs qu'on a aujourd'hui, à savoir Marchand, Movaka et Barlow. Mais il va falloir fixer du monde parce qu'on ne pourra pas se permettre, en plus, le poste de talon, qui est un poste où c'est important d'avoir des gens qui sont fixés là, parce que c'est un poste très, très, très fondamental du rugby. Il va falloir fixer du monde, mais ça va se faire, je pense. Moi, je trouve qu'on est quand même plutôt fixe sur pas mal de postes. On part sur Dubaï. Normalement, au talon, ça reste quand même Marchand qui est fixe. En deuxième ligne, Willem C, c'est quand même plus ou moins fixe. En troisième ligne, on sait que globalement, ça va pas trop bouger. Ça va alterner entre 3 4 5 joueurs grand max. Dupont 9, ça c'est indéboulonnable. On voit bah, qu'on revient à ce bon vieux Tamac en 10. On a toujours notre Ficou en centre. Donc je pense quand même que ça commence à être fixé. Même Villiers est en train de s'imposer. Là, le petit duo, la Villiers-Penaud, ça gagne quand même pas mal de titularisation. Donc, je trouve pas qu'on soit quand même dans une phase, et c'est pas ce que tu as dit bien sûr, hein, mais on n'est pas du tout dans une phase de remaniement perpétuel comme on l'a pu être sur les dernières années. Non, non, moi je parlais uniquement du poste de talon, hein. Je parlais Oui, uniquement de ce poste-là. Le reste de l'équipe est, oui, était fixe à 95%, 90%. C'est le poste de talon qui n'est, pour moi, c'est le poste le moins fixe aujourd'hui de l'équipe de France. oui, peut-être avec celui de pilier droit. Et encore, pied droit, on voit toujours plus ou moins les mêmes, hein. C'est Antonio, Awaz, Bamba. C'est Oui, toujours mais plus ou moins les trois mêmes qu'on qui est tourne, vraiment quoi. notre titulaire, hein. Ah, qui est vraiment titulaire, mais on a toujours les trois mêmes. C'est ça que je veux dire. Sur Antonio, justement, Fabien Galtier, il a justifié sa présence par le fait qu'il était très puissant à l'impact, que sur les phases statiques, donc mêlée, ruck, maul, Antonio pouvait vraiment nous apporter. Toi, qu'est-ce que tu penses de sa titularisation? Tu aurais titularisé Demba Bamba selon sur ce que tu vois, ou est-ce que tu aurais continué à faire confiance à Antonio? Moi, j'aurais continué à faire confiance à Antonio parce que bah, c'est peut-être un de nos joueurs les plus expérimentés devant. Tu sais, c'est 37 sélections. Il a fait sa 38e du coup samedi. Donc, et pour un pied droit, c'est quand même déjà une belle expérience. Donc, c'est bien qu'il soit là. Totalement d'accord avec ce qu'a dit Galtier. Il a été beaucoup critiqué, Antonio, parce que soi-disant, il n'avance pas.
Sauf qu'en fait, si jamais vous regardez bien les matchs, à chaque fois qu'il a un ballon, il monopolise 2 défenseurs, parce qu'il faut du monde pour l'arrêter. Ça reste un joueur aux dimensions extraordinaires. Et c'est un joueur qui a toujours été là de devoir, et qui a toujours été... il s'est jamais échappé, il a toujours tout fait, et puis il est très bon techniquement. Donc, Je trouve que c'est quand même la récompense d'un travail sur des années et des années. On avait un joueur qui était puissant, mais aussi un petit peu mollasson, si je peux me permettre. Lorsqu'il a commencé à La Rochelle, lorsqu'il est arrivé en France, il n'a cessé de progresser. Et maintenant, on voit que la trentaine passée, on a un joueur quand même qui est à l'apogée de sa carrière. ça, 31 ans, pied droit, c'est l'apogée. Et malheureusement pour lui, peut-être qu'il va être un... L'âge fait qu'il va être un peu trop juste peut-être pour 2023, quoique, à voir s'il continue ce rythme. Mais récompense normale. Et il mérite sa place de titulaire, il va faire 50 minutes. C'est très bien. Voire 40, mais c'est très bien. Totalement, je pense on va pas parler de Cyril Bay qui est un titulaire indiscutable à son poste actuellement. Passons plutôt à la deuxième ligne. La deuxième ligne, alors, je s'inventais, j'étais un des premiers il y a plusieurs mois à avoir évoqué le fait que Cameron Wauquiez devait évoluer en tant que deuxième ligne avec l'équipe de France. Il l'a fait pendant un quart d'heure face à l'Argentine, il l'a fait contre la Géorgie en débutant et maintenant Fabien Galtier lui redonne une nouvelle chance face aux All Blacks. Est-ce que tu aurais, toi, titularisé Cameron Wauquiez en 4 ou est-ce que tu aurais refait confiance à Dispo Flamand qui avait été bon face à l'Argentine? Moi, j'aurais refait confiance à Wauquiez en 4 parce que on est tous les deux des défenseurs de cette position, donc là-dessus, je vais pas t'étonner, mais pour moi, il doit s'installer en 4 et Flamand sur le banc ou un autre deuxième ligne sur le banc. C'est très bien. Wauquiez, on le dit toujours, c'est un Itoge français, c'est voire même peut-être au-dessus d'un point de vue talent pur qu'un Itoge. À À voir voir s'il s'il fera la même arrivera au carrière. niveau, Voilà. à voir s'il fera la même carrière. Mais sur le talent, il est peut-être au même niveau, si c'était peut-être un peu au-dessus. Donc pour moi, je le garde en 4 parce qu'il faut qu'il travaille à ce poste-là, qu'il s'habitue. Et moi, je serais ça de l'équipe de France, je ferais limite du lobbyisme pour que Wauquiez joue en 4 à Bordeaux, pour qu'il s'aguerrisse, continue à prendre l'expérience à ce poste-là. C'est ce qu'ont fait les Anglais avec Itoge. Eddie Jones a dit je le veux en 4, les Saracens l'ont passé en 4. Donc Ouais. il faut faire la même Et chose. Il faut que les clubs soient au service de l'équipe de France et pas l'inverse. après, Et c'est ça a vrai été que trop souvent le cas. dans la configuration de Bordeaux, par rapport aux qualités de Woki, par rapport à l'équipe de Bordeaux, c'est pas illogique que Woki reste en troisième ligne à Bordeaux. Itoje joue dans un club où tu as déjà beaucoup de densité physique, etc. Et du coup, tu peux plus facilement le faire descendre dans la cage que dans un club comme Bordeaux où Woki est vraiment un joueur majeur en troisième ligne. C'est plus difficile à faire, je trouve. Ouais, mais parce que là, tu dis recruter du monde à Bordeaux, Oui, oui. donc s'il est troisième, quoi. Non, mais Voilà, oui, oui, mais c'est ça encore une fois. Et puis la troisième ligne, il y a quand même du monde, hein. Il y a Diaby, il y a Roumat, il y a Picavol. C'est déjà une belle troisième ligne. Si tu pars avec ça, tu signes un troisième ligne, peu importe qui, j'ai pas de nom en tête. Ça te fait 4 troisième lignes. Éventuellement, Woki peut dépanner à ce poste-là, mais il y a de quoi faire. Il y a des troisième lignes sur le marché des transferts, il y en a beaucoup. alors, Donc il y a moyen de trouver du monde. du coup, parce que Woki, il faut quand même qu'on le dise, c'est un joueur qui est très athlétique, très grand. C'est un joueur qui est très mobile aussi, donc qui correspond quand même pas mal à cette génération de Zéline, du coup, qui doit être mobile sur un terrain, qui ne doit pas se contenter d'être que présent sur les points de rencontre. Et du coup, c'est vrai qu'il coche à peu près toutes les qualités du deuxième ligne moderne, et il est très très fort en touche. Et je pense que, au-delà du fait qu'on a envie d'utiliser Jelonge, Cross, Aldrit en troisième ligne, et pas se priver de Woki en même temps, donc c'est une des raisons pour lesquelles Woki passe 4, mais c'est aussi que Woki est sûrement notre meilleur sauteur, et si ce n'est l'un des meilleurs sauteurs au monde à l'heure actuelle. Il a mangé Itoge l'année dernière lorsqu'ils se sont affrontés en Autumn Nations Cup. Et on l'a vu encore, là, il est royal dans les airs lors de cette tournée. Je pense que face aux Blacks, ça peut être un atout tellement précieux de l'avoir en 4. Oui, totalement. Et en plus, on va vraiment avoir un panel de sauteurs assez large. On va avoir Wookie, on va avoir Cross, on va avoir Aldrit, et même on va avoir Jelonge. On va avoir toute la troisième ligne qui peut sauter, même Willem C peut sauter. Mais en fait, on va avoir du 4 au 8 qui peuvent sauter, donc ça va créer beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans la touche. Et on a souvent été contenté à un ou deux sauteurs, ce qui faisait que notre touche était moyenne, a été performante, mais elle n'était pas aussi performante que ce qu'elle pourrait être. Là, éventuellement placer des sauteurs les uns à la suite des autres, qui sont aussi des lifters. Si tu mets Willem C au milieu, Willem C, tu sais pas s'il saute ou s'il lève. Il peut faire les deux sans problème. Donc, tu crées de l'incertitude dans ta touche et donc ta conquête va être performante.
Et en plus, t'as Itoge. Lapsus révélateur, hein. T'as Woki que tu peux mettre en contre en premier sauteur. Et lui, il va venir te les emmerder. Il va venir aller chercher des ballons pour venir embêter les Blacks. Surtout qu'on sait que les Blacks, la touche, c'est quelque chose qui sont performants. Surtout, ils sont performants partout, quoi. Mais la touche, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment eu, sur lequel ils n'ont jamais vraiment eu de problème. Donc là, si on peut aller les embêter, leur faire avoir des ballons plus dégueulasses derrière, si jamais ils veulent écarter, que ça permette à nos restes de nos touches de monter et venir les presser, et bah, c'est une très bonne solution de se garder ça. Oui, oui, oui. Mais en fait, le truc qui marque avec Hockey, c'est qu'il a une envergure qui est incroyable. Il peut vraiment aller chercher les ballons et ça, moi, je pense que c'est une des qualités que je préfère. Et c'est aussi excellent de dire, tu vois, tu parlais de fixer les joueurs, c'est excellent de dire, c'est bon, on a un jeune. Ok, Flamand, il est fort. Ok, on a aussi Bernard Leroux, mais ces deux joueurs-là, très bien, on les a, c'est cool. Et on les utilisera encore. Woki ne va pas jouer tous les matchs. Mais c'est très bien de dire, on a la Coupe du Monde dans 2 ans chez nous. Woki, c'est un de nos meilleurs espoirs. C'est un joueur qui va être monstrueux. On le lance maintenant, on le met dans le grand bain. Terminé. Ah ouais, C'est très bien. On a vu Flamand. Flamand, il est excellent, etc. Mais maintenant, il faut passer à Woki qui, lui, est potentiellement un joueur de classe internationale. Et il faut pas attendre la tournée qui précède la Coupe du Monde pour le lancer, quoi. Et moi, j'attends énormément de sa performance face aux Blacks. Je sais que il a encore une grosse marge de progression. Mais je pense que là, par contre, contre les Blacks, il doit montrer qu'il mérite cette place dans ce 15-là. Il peut encore faire mieux que ce qu'il a fait lors des 2 premiers matchs, selon moi. Et s'il veut que les gens se rallient à cette cause, si on veut que tout le monde soit convaincu par le fait que ça doit être notre deuxième ligne et que ce n'est pas un remplaçant de luxe, c'est un titulaire, il doit faire un gros match contre les Blacks, c'est être présent dans le combat ou c'est peut-être sa petite faiblesse encore. ouais, mais c'est un 4, il a 23 ans, c'est normal, mais là, dans sa progression, ça s'inscrit aussi dans travailler en 4 en club. Parce que s'il joue 4 qu'en équipe de France, ça sera pas la solution. Il faut aussi qu'il prenne cette place en club pour travailler le combat. L'associé à Willem C, qui est une véritable poutre, c'est très bien. Bah, c'est une deuxième qui est complémentaire. On a besoin d'un 4 qui est mobile, agile, qui saute en touche, qui prend des ballons dans la ligne, qui peut apporter beaucoup, qui agit un peu comme un quatrième, troisième ligne. Et tu as besoin d'un 5, c'est une poutre, il bouge pas. En plus, tu le mets derrière Antonio. Là, tu vas avoir le 3 et le 5 qui vont quasiment atteindre un peu moins de 300 kilos à eux deux. C'est inimaginable. Donc là, ça va caler la mêlée à droite. On sait que c'est l'endroit le plus faible. Et à gauche, on va laisser place à la folie et au jeu. Pour peut-être terminer sur ce sujet, ceci dit, je suis totalement d'accord avec toi. Pour peut-être conclure un petit peu sur ce sujet, j'ai lu aussi certaines personnes qui disaient que Hockey, ça manquait de puissance. Euh, Lorsqu'on le gagne en Australie sur la tournée d'été, grâce à la mêlée qu'on enfonce aux Australiens, Hockey est positionné en tant que deuxième ligne. Premier point. Deuxième point, Woki c'est 1m96, Itoge 1m96. Je pense que ça n'a pas empêché Itoge d'être placé. Itoge 115 kg, Woki 109 kg, que 6 kg d'écart, c'est peanuts. Surtout que Woki va prendre aussi un peu de poids parce que tu prends du poids au fil de ta carrière, hein. Donc il va se muscler, enfin, il va se muscler, il est déjà pas mal, hein, mais il va encore prendre un petit peu de masse. Et pour arriver, je pense, à ces standards-là, vraiment le standard d'un deuxième ligne aussi lourd. Et je pense que ce sera une erreur. C'est déjà une erreur, mais ce sera vraiment une erreur d'ici 2 3 ans de considérer Woki juste comme un joueur aérien, juste comme un joueur peut-être mobile. Ça va aussi être un joueur puissant. Ouais, totalement. Totalement. Puis il a noté aussi que Itoge, il a 27 ans. Ah oui, 4 ans de plus que Woki. Donnez 4 ans à Woki en 4 et vous verrez ce que ça fait à la fin. exactement. Et Itoge avait un niveau, à 23 ans, il avait quand même un niveau similaire à Woki. Ça se voyait que ça allait être un joueur qui allait exploser, mais on lui a laissé du temps. On s'est pas acharné en outre-Manche à vouloir laisser troisième ligne. Comme tu as dit, il y a eu un accompagnement du club, il y a eu la confiance de différents sélectionneurs, et ça s'est fait tranquillement. On Pas parle besoin d'en dire de, plus. on parle de la troisième ligne? Ouais, Toi, allez, on t'es s'enchaîne un là-dessus. spécialiste de la troisième ligne, t'as joué troisième ligne au niveau amateur. T'as un faible pour Grégory Aldrit aussi, qui est aligné en 8, deux flanqueurs, cross, jelonge, très combatifs, c'est des joueurs de vaillants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette troisième ligne? Est-ce que selon toi elle est complémentaire? Est-ce que selon toi elle est bien choisie par Galtier? Est-ce qu'il y avait d'autres choix à faire? Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, elle est complémentaire. Parce que Cross, on connaît son profil. Gratteur, plaqueur. C'est un chien de la casse sur le terrain. Il va les plaquer, il va les gratter tout ce qu'il va croiser. C'est un très bon joueur.
pas grand-chose à dire. Jelonch, c'est aussi quelqu'un qui défend très solidement. Il plaque, il fait mal quand il défend. Ça, c'est plusieurs Australiens pourront en témoigner. Il défend très dur, mais c'est aussi quelqu'un qui sait porter le ballon dans la ligne. Quand on a parlé de l'Argentine, j'avais dit que Jelonch n'était pas un 8 parce qu'il n'est pas porteur de balle sur des relances. C'est pas un porteur de balle naturellement comme peut l'être un Aldrit. Donc le mettre dans la ligne pour faire plus de leurre ou porter des ballons proches des rucks pour faire parler son dynamisme sur les quelques premiers pas qu'il a, parce qu'il a beaucoup de puissance sur les premiers pas, comme tous les avants, on le sait. Et lui permettre ça justement de s'exprimer dans ce cadre qui lui va parfaitement, défenseur et preneur de balle, premier preneur de balle sur les lignes à l'attaque, c'est très bien. Et puis tu ressors Aldrit en 8 qui lui est parfait sur les coups de réception de coups d'envoi, qui remonte les ballons, qui a une très bonne intelligence de jeu, qui fait très bien jouer derrière lui, une très bonne technique, il voit les trous, c'est parfait. C'est une troisième ligne qui est très complémentaire et je veux qu'on garde cette troisième ligne. Pour autant, on a vu que, alors évidemment, là je vais titiller, je suis là aussi pour essayer d'amener le débat, pour essayer d'amener la contradiction, même si je suis d'accord avec toi. On a eu un François Cross qui n'est pas souverain sur cette tournée. On a un Grégory Aldrit qui n'est pas souverain depuis le début de la saison de Top 14. Anthony Gelonche qui fait lui par contre un très gros début de saison au Stade Toulousain. Est-ce que tu crois que c'est pénalisant que ces joueurs vont être au niveau face aux Blacks? Je parle de Aldrit et Cross. Est-ce que tu crois que face aux Blacks, ils vont pouvoir être au niveau alors qu'ils n'ont pas enchaîné des grandes performances récemment? C'est ce qu'on disait au début du podcast, c'est les joueurs on se sont à moitié réservés pour cette rencontre. Je pense qu'ils vont répondre présent, hein. Cross et Aldrit, c'est les deux joueurs indéboulonnables de l'ère Galtier depuis 2 ans. Hors blessure, ils ont toujours été titulaires. Ou alors juste Aldrit était sur le banc il y a 2 semaines et Cross il y a une semaine. Ils vont répondre présent, j'en suis certain. Ils n'ont pas perdu leur niveau du jour au lendemain. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'il faut qu'on regarde, c'est la plupart de ces joueurs-là, à 2-3 exceptions près, je pense qu'on a Jelonch, Villiers, Danty et peut-être Penaud là, qui ont joué peut-être un peu plus que prévu du coup, avec Woki aussi, qui ont joué cet été en équipe de France, en Australie. Le reste s'est reposé pour la grande majorité de ces joueurs-là. Et quand ces joueurs-là se sont reposés, on leur a donné ce cap, ce France-Nouvelle-Zélande, d'être en forme ce week-end-là. Et on a les clubs, l'équipe de France ont travaillé ensemble pour que ces joueurs soient performants ce samedi-là. Donc Donc je pense qu'on va peut-être le voir. ça veut dire que là, je vais te poser une question qui est un peu plus globale. On a eu deux premiers matchs dans la tournée que certains ont qualifié de mi-figue, mi-raisin. Est-ce que tu penses que face aux All Blacks, on va voir une équipe de France qui s'est réservée du coup et qui va donc livrer un combat et un match extraordinaire? Ou est-ce que tu crois que ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines, ce sont des carences et que ces carences-là, on va les payer très cher face aux Blacks? C'est difficile de se prononcer parce que je vais prendre un risque, hein, je vais partir sur la première option. C'est vrai que qui va gagner des millions, mais je vais partir sur la première option parce que je pense vraiment que c'est ça. Il y a ce départ de cette tournée d'été, on a su qu'on affrontait les Blacks il y a 1 an et tout le monde a coché cette date. Tous les joueurs de l'équipe de France ont coché cette date dans leur calendrier. L'équipe de France a coché cette date aussi dans son calendrier parce que les coachs savaient, l'Argentine c'est à notre portée, on peut les battre, la Géorgie c'est pareil, pas besoin d'être à 2000% pour les battre, il faut être très bon quand même pour les battre, la preuve, ce qu'on a fait, on a quand même été bon, hein. Faut pas non plus dire qu'on a été mauvais, mais il y a eu un travail pour moi qui a vraiment été fait pour préparer ce match depuis longtemps, et je pense que ce qu'on va voir c'est le fruit de ce travail, j'espère aussi, c'est ce qu'on va voir, parce que je t'avoue que si on en prend 50, je serai un peu désemparé, je ferai des excuses publiques. Mais oui, voilà, pour moi, c'est ça qu'on va voir. Ok, je note ce que tu dis, je suis plutôt d'accord avec toi. De toute façon, je pense qu'il faut être optimiste avec cette équipe qui nous a jamais déçus jusqu'à maintenant. Peut-être hormis le premier match en Écosse en destination 2020, on avait été très déçus. Avec des circonstances particulières, on va pas revenir dessus, mais c'est quand même une équipe qui nous a jamais déçus, notamment dans le combat. Et mine de rien, quand tu es présent dans le combat au rugby, t'en prends rarement 50. Même si tu peux jouer face Oui, aux Blacks, bon, on honnêtement, si a... on perd, si on perd samedi 23-19, tu vois, je vais pas venir faire la fine bouche, tu vois. Voilà, c'est ça. On parlera peut-être un petit peu plus tard du match, de l'adversaire, etc. Juste après, peut-être encore évoquer deux, trois individualités. Je te propose qu'on passe sur Antoine Dupont. On connaît ce joueur, il n'y a pas besoin d'en parler.
J'aimerais qu'on parle juste peut-être. Alors, pareil, les ailiers Villiers-Penaud, on sait ce qu'on pense. On a un Penaud qui a un joueur perforateur. On a un Villiers qui a un joueur solide, un joueur agressif, un ailier génial en gros, hein. Et puis on a un Melvin Jaminet 15 qui jusqu'à maintenant était bon au pied. Qu'on va attendre face aux Blacks pour. Là c'est le révélateur ultime pour lui. S'il passe sur le révélateur, c'est bon, c'est notre 15. Non, ce qui peut-être moi m'intéresse un peu plus, c'est l'association d'Antificou. Et là, bah moi, une fois de plus, je veux ton avis. Danti 12, Ficou 13, qu'est-ce qu'on en dit? On en discutait tous les deux en off. On était plus partis nous sur une Ficou Penaud en centre parce que Ficou est plus un 12, Penaud est très bon en 13. Danti Ficou, plus je regarde cette paire de centre, moins ça me choque. Danti, comme le dit Galtier, il a toujours répondu présent. Ça fait un peu plus d'un an qu'il est dans le groupe. Il a toujours été énorme. C'est un joueur de combat. Et si je me rappelle bien, cette charnière, enfin cette paire de centre, pardon, Danti Ficou, je me souviens que c'est la paire de centre qui est titulaire en février 2016 pour le match France-Italie début de Novès. Il y a eu beaucoup de changements depuis, énormément de changements à ce poste. Et Danti, on l'a fait éclore peut-être un peu trop tôt. Et là, il arrive à une maturité qui est vraiment bonne. Il est très bon à Paris. Il est bon à La Rochelle. Si La Rochelle est un peu en difficulté, ça reste un métronome derrière. Il fait beaucoup de bien au club. Donc le voir titulaire face aux Blacks, c'est une véritable récompense pour ce genre de devoir qui déçoit jamais. Et on va avoir besoin de son dynamisme, de son punch dès le début face aux Blacks qui vont venir pour nous défoncer. Il faut être honnête. En fait, en effet, sur une paire de centres, alors moi, je suis pareil, je suis comme toi, hein, beaucoup plus fan d'une Ficou Penaud. Mais par contre, il faut aussi bah, savoir s'adapter à l'adversaire, comparer les forces que ça demande, etc. Et effectivement, Danti, on dit pas qu'il est meilleur que Penaud, mais d'une part, c'est un joueur qui est plus puissant dans le combat, même si Penaud a une autre forme de puissance qui va se jouer sur la vivacité, où il va aussi gagner des mètres, mais sur la vivacité. Mais après, par exemple, en défense, il n'y a pas photo. Danti est clairement un joueur plus rugueux que Penaud. Danti, je l'ai jamais vu non plus trop se faire prendre de vitesse au centre, donc je pense pas que ce soit vraiment un gage de sûreté pour les Blacks d'avoir Danti en face en se disant on va le prendre de vitesse ou autre. Il est rugueux, mais en même temps il est mobile. Et ensuite, c'est aussi un bon message, comme tu as dit, c'est une récompense parce que si on avait pris un ailier, donc Penaud, un joueur qui joue toujours à l'aile chez nous, pour le mettre au centre, alors que Danti bah, livrait toujours des gros matchs, ça aurait quand même pas été un bon message du tout pour Danti de dire bah, malgré le fait qu'on a 40 000 blessés, c'est toi qui restes sur le banc et on met un ailier en centre. Je trouve ça bien que Danti soit récompensé. Moi, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est Ficou 13. J'attends de voir, je trouve pas que ce soit sa position idéale. Et même si c'est un joueur que j'adore, je trouve que Figou c'est vraiment un des meilleurs joueurs français en activité. On a vu même à l'aile aux 6 Nations qu'il avait été bon là contre l'Écosse. Mais en 13, je suis pas encore convaincu et j'attends de voir face aux Blacks. Ouais, moi aussi, mais tu vois, je suis moins choqué de voir Ficou en 13 avec Danti en 12 que de voir Ficou en 13 avec Ntama Kandou. Parce que Ficou, c'est censé être notre capitaine de défense, mais si tu l'associes à Danti, t'as deux capitaines de défense. Et du coup, ça lui peut le décharger et t'es pas forcé à chaque changement de possession de réagencer toute ta ligne de trois quarts pour que ça fitte avec ce que tu veux. Donc là, je trouve ça bien. Pour moi, Ficou en 13 avec Danti en 12, c'est bien mieux. C'est pas à son poste, c'est sûr. Pour moi, Ficou, ça doit être notre 12 et ça doit le rester. Mais avec les blessures de tous nos 12 en ce moment, plus de notre 13 titulaire qui est Bakatawa, bah, on fait avec ce qu'on a. Et cette descente, elle est quand même intéressante. Et rien n'empêche les deux d'intervertir dans le jeu. On l'a vu, c'est tout à fait possible. Et Donc très, très, très fier de Danti, moi. j'apporterai de l'eau à tout moulin pour Ficou. C'est qu'on va sûrement pratiquer, je pense, la défense inversée face aux Blacks pour les gêner au maximum. Et que Ficou, par son expérience, peut être utile en poste de 13 et non en poste de 12, du coup peut-être pour couper un peu les lignes. Il peut être utilisé comme ça, peut-être en utilisant Danti, pas en tant que joueur qui va monter comme une balle, mais peut-être comme un joueur qui va être sûr sur sa ligne, et Ficou qui lui va couper les extérieurs parce qu'il a peut-être plus d'expérience, il sent peut-être mieux les coups, il est peut-être aussi plus mobile que Danti, donc ça peut être intéressant d'avoir Ficou très sur ce point-là, mine de rien. Et oui, oui, on peut aussi dire que balle en main, ça reste quand même deux joueurs qui gagnent des mètres. On a besoin c'est un sport où tu dois toujours avancer. Et c'est quand même bien d'avoir une paire de centre où tu sais que tu risques d'avancer, quoi. Ouais, comme t'as dit, Danti, c'est pas un joueur qui se fait souvent prendre de vitesse. Donc si jamais tu montes en inversé, peut doubler Danti avec un de tes troisième ligne, sur certainement Cross. Et tu fais monter du coup Danti et Cross ensemble. Et tu fais monter peut-être un petit peu plus vite Ficou et Jelonge qui seront un peu plus loin sur ta ligne. Après, tu as des avants aussi qui vont se mettre dedans, tu sais un peu toi. Mais tu peux faire cette défense-là, ce qui fait que tu as Cross et
identiques, ils vont monter en inversé. Peut-être celui qui est le plus à l'extérieur va lui aussi monter plus vite pour vraiment faire une vague décalée dans cette défense. Et je pense que c'est une très bonne. Pour la défense en inversé d'Antificou, c'est du très bon. Très bon. Très bien, on va passer maintenant au remplaçant. Sur le banc, qu'est-ce que tu aimerais dire de ce banc, toi? Honnêtement, pas grand-chose. Je trouve que c'est un banc classique. Gros Bamba, c'est remplaçant depuis très longtemps en pilier. Bon, on a déjà parlé de Barlow quand on a parlé de Mabaka. Taofinois, c'est pareil. C'est un deuxième ligne Toujours deux deuxième ligne, du coup, remplaçant. Flamand, Toff, Fenois. Ouais, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment de pouvoir changer ton 5 de devant au complet face aux Blacks. Tu peux changer tout ton 5 de devant si tu vois que tu es dominé, si tu vois que tu es un peu plus en difficulté, que les mecs fatiguent parce que ça va être les Blacks, donc il va falloir se donner à 2000%. Tu peux changer ton 5 de devant au complet et tu vas pas du coup avoir juste une partie de ton 5 de devant, genre ton 4 ou ton 5, qui va être en deçà parce qu'il va avoir une heure de plus dans les pattes que les autres. Et du coup, c'est bien de pouvoir changer. En plus, on a aussi un troisième ligne remplaçant, la personne de Cretin, qui reste un très bon troisième ligne. Hein. On a été souvent critique envers Et lui, mais il faut pas oublier que ça reste un excellent joueur malgré la concurrence énorme à son poste. bien sûr. Et aussi, on Donc en peut fait, on dire peut, on que peut changer. tu peux aussi changer deux troisième ligne. Parce que tu peux Oui, repositionner potentiellement Woki en troisième ligne. ça, tu te donnes plein d'options en fonction de la physionomie du match. Je donne plein d'options. Moi, ce qui me dérange plus sur ce banc, c'est d'avoir 22-23, juste une charnière remplaçante. Et je trouve que c'est dommage de se baser uniquement sur la polyvalence de tous les gars derrière, là, sachant que Damak peut jouer centre, Ficou peut jouer aile, Penaud peut jouer centre, Jaminet peut jouer l'aile, Galtier l'a dit. On se base sur tout ça et changer un joueur de poste comme ça en plein milieu d'un match, certes, c'est des pros, c'est l'équipe de France, c'est ce qui se fait mieux en France. C'est, c'est jamais la meilleure solution pour moi et donc on a vu quand Ntamak était 12 et sortait, on rentrait Danti en 12, on changeait pas tout le monde de place derrière, et ça gardait une certaine cohérence, une certaine structure. Là, j'ai peur que, je sais pas, imaginons Villiers se pète, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense que le plan là, on repasse en 5 8 si Jalibert qui rentre. Ah oui, c'est ça, 5 8 c'est ça, mais Ficouel. Et en effet, après, on est un peu à poil au milieu du terrain parce qu'on revient sur les problèmes qu'on avait dit, sur le manque de puissance au milieu de terrain. Donc moi, je vais te dire honnêtement, ce que j'aurais aimé, c'est que Lucu ne fasse pas partie du banc. J'aurais préféré avoir qu'un seul joueur de charnière, Jalibert évidemment. Jalibert est indiscutable, hein, faut pas déconner. Donc, et j'aurais enlevé Lucu. Si Dupont il se pète, déjà Dupont, d'une il se pète pas si souvent que ça. Hein. Si Dupont se pète, on passe, je sais pas moi, avec Villiers, admettons. Villiers, il peut très bien jouer neuf, voire avec Jalibert exceptionnellement. Mais on l'a, Lucu, on sait très bien que si Dupont ne se pète pas, Lucu ne va pas rentrer. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un banc à 5 avant, 6 avant, pardon. 6 avant, les maths c'est difficile. 6 avant, 2 3 quarts. On a un c'est banc pas à donné 6 pour avant, rien. 1 3 quarts en gros. On se prive d'un remplaçant. On n'a plus que 7 joueurs parce que Lucu va pas rentrer. Si Hmm. Dupont ne se fait pas, Lucu ne rentre pas. Donc on se prive d'un remplaçant. Et ça m'embête un peu. Et juste de mettre un joueur en prévision d'une potentielle blessure, je trouve pas que ce soit une approche très cohérente. Et en plus, c'est un test match. Et moi, j'ai envie de dire, bah, prends le risque. Au pire des cas, on perd, mais prends le risque de mettre un 3 quarts supplémentaire ou 7 avances si ça te chante. Mais prends un risque. Et du coup, bah ouais, je suis un petit peu déçu parce que bah, derrière, comme tu dis, du coup, on va manquer de polyvalence et tout, alors que bah, on pouvait faire rentrer un joueur sympa. Tu vois, Mathis Lebel, il s'est donné hein, contre la Géorgie. Mathis Lebel il aurait pu prétendre à une place. On a aussi d'autres joueurs, même un Brice Dulin pour son expérience à la fin d'un match. On avait un tas d'options et c'est dommage de s'en priver juste en prévision d'une blessure de Dupont. Pas grand chose à redire, totalement d'accord avec toi. Totalement, totalement d'accord. On a eu un consensus assez global quand même sur cette composition, comme souvent. Je pense que les On a gens souvent des qui, consensus tous les deux. Hein. les gens qui nous suivent vont voir on adopte souvent le même raisonnement, les mêmes raisonnements. Un mot Et si vous n'êtes pas rapide. d'accord, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Si vous n'êtes Ex- pas d'accord, nous, on est prêt à exactement. discuter dans les commentaires ou quoi. N'hésitez pas à venir discuter sur le site du Club 115 aussi, sur les réseaux. Baptiste vous fera à la fin la pub habituelle, mais n'hésitez pas à venir nous parler. Nous, on est toujours intéressés par discuter avec vous. Toutes les opinions sont bonnes à partir du moment où elles sont exprimées dans le respect. Et donc, moi j'aimerais quand même maintenant hein, que. Et pareil, hein, les gens pourront rebondir sur ce qu'on pense de All Blacks. Les Blacks qui n'ont pas vu le jour en Irlande, qui ont existé au score et qui auraient même pu gagner en étant très rarement dans les 22 adverses, en marquant que sur des coups de génie, des coups d'accélération et ils perdent 29-20. Mais je vais te dire, s'ils n'ont pas le talent individuel, ils prennent 50 pions. C'est très clair. Perenara fait un match énorme en défense. Jordan marque son essai. La défense irlandaise se trouve deux fois. Ils auraient pu prendre deux essais, ils en prennent un.
Et donc, il y a 29-20. Qu'est-ce qu'on peut dire des Blacks? Est-ce que la France doit craindre le fait que les All Blacks peuvent marquer à tout moment depuis n'importe quelle partie du terrain? Est-ce que tu penses que la France doit adopter un plan spécial contre ça? Je pense faut toujours craindre les Blacks. Parce que c'est une excellente équipe, quoi qu'il arrive. Et même quand ils dominaient, bougeaient, ils sont là dans le score. Et ils peuvent, sur une interception, sur une action sortie de nulle part, te reprendre l'avantage. Et même si tu es meilleur, dans la tête, tu lâches et tu perds. Donc il faut toujours être énorme face aux Blacks. C'est ce qu'ont fait les Irlandais. Ils l'ont été du début à la fin. On sent que les Blacks se fatiguent un peu parce qu'ils ont quand même enchaîné beaucoup de matchs, peu de repos. Le Rugby Championship, c'est fini tard. Ils ont réenchaîné, ils se sont baladés en Italie, ils ont été gagnés au Pays de Galles, je crois. Ils ont gagné, Euh, ils ont mis une grosse tartine au Pays de Galles. oui, ça va. Un Pays de Ah, Galles aussi très remanié, puisque les clubs n'avaient pas libéré leurs internationaux pour ce match. C'était plus un match de gala qu'autre chose pour Pays de Galles B. Mais on sent peut-être qu'ils fatiguent un peu, qu'ils sont prenables. Ils sont pas imprenables et c'est des êtres humains. Ils doutent comme tout le monde, ils se posent des questions. Si dès le début tu leur envoies 2-3 le grosse charge, les mecs ils reculent, sur un ou deux plaquages tu les fais bien reculer, ils perdent le ballon, ils font en avant, ils vont douter. Et c'est comme ça que les Irlandais les ont tapés. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont été très solides devant, ils n'ont pas bougé, ils ont défendu, ils ont fait mal, et ils ont gagné comme ça. Et c'est Mais, ça qu'il faut faire, c'est la mais foi. les Blacks, sans dire que nous allons les battre, hein, parce que ça reste eux les favoris. À chaque début de match des Blacks, les Blacks sont favoris. C'est un peu de départ. Par contre, on peut aussi remarquer que depuis plusieurs mois, ils sont quand même battables. L'Angleterre les a battus en Coupe du Monde. 19-5, c'est quand même pas un petit Mhm. score. 19-5 en demi-finale de Coupe du Monde, c'est quand même assez large. On a vu les Anglais qui avaient été énormes dans le combat. Ils ont étouffé les Blacks, ils ont gagné. L'Afrique du Sud les bat aussi assez régulièrement, mine de rien. Il n'y a pas une année où l'Afrique du Sud bat pas les All Blacks. Et pareil, parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe de combat, hein, ça s'envoie devant. Et du coup, les All Blacks, ils sont prenables. Et pourtant, les All Blacks savent à quoi s'attendre contre l'Afrique du Sud, hein. Et ça ne les empêche pas de perdre. Contre l'Irlande, ils savaient aussi à quoi s'attendre, mine de rien. Et l'Irlande leur a mis un gros combat. C'est l'Irlande qui gagne. Je trouve que les All Blacks sont moins de talent que ce qu'ils avaient par le passé. Il n'y a plus des joueurs d'une stature Carter, Mako, même si c'était un joueur comme Barrett, même s'il y a encore des joueurs énormes. Mais il y a je sais pas, il n'y a pas peut-être un Conrad Smith ou des joueurs comme ça, tu sais, qui sont vraiment extraordinaires. Il n'y a pas d'extraterrestre de rugby dans leur équipe. Donc déjà, je Surtout trouve que que ils sont plus prenables. Barrett est peut-être incertain pour le match, hein. Si je ne Voilà, pas te Barrett, couper, il serait peut-être pour ça, hein. c'est ça. On va voir si Smith joue, mais de toute façon, Perenara, bon, avait été énorme en Irlande à voir. Mais, et puis je trouve que devant, ils sont peut-être aussi un peu moins solides, ils se sont vraiment fait bouger en Irlande. Donc la vérité d'un match n'est pas celle de l'autre, mais mine de rien, je trouve on joue à un nom, on joue à une énorme nation de rugby, une nation top 3 mondiale sûre, si ce n'est la meilleure, mais pas une nation invincible. Non, c'est sûr qu'ils sont moins imprenables comme ils étaient dans les années 2010 où là c'était une équipe. Tu joues les Blacks, tu sais que t'allais en prendre au moins 30 parce qu'ils étaient injouables, c'était beaucoup trop fort. La preuve, ils ont pris les deux Coupes du Monde, hein. Donc ils ont peut-être un peu baissé, comme tu disais, leur génération, hein. Génération qui a commencé vraiment en 2005 et qui s'est arrêtée en 2018, quelque chose comme ça à peu près. 2019, un peu avant 2018 même. N'est plus là et c'est une génération fantastique, dorée, que peu d'équipes ont eu dans leur histoire, et même eux, ils ont toujours de très grands joueurs et leur génération est un peu plus faible, donc ils sont prenables. La preuve, ils perdent 2 matchs cette saison. Ils peuvent éventuellement même perdre un troisième, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu 3 matchs sur une saison, je pense. Donc il faut les bouger, il n'y a pas de solution, enfin pas de solution miracle, il faut les bouger. Ils ont quand même deux, trois talents d'exception. Je pense par exemple à Will Jordan, à Hardy Savea. Ils ont encore du Ritalik, ça reste quand même une équipe extraordinaire et qui est meilleure que la France. Il faut pas se le Oui, cacher sur la régularité. Elle est meilleure que la France. Mais les Bleus, je pense, sur un match, en plus en France, en fin de saison pour les Blacks, en début de saison chez nous, on peut clairement les renverser. oui, c'est ça. Et puis comme je te disais tout à l'heure, si on perd contre plus fort. C'est dans l'optique d'un travail qui se fait pour être performant à la Coupe du Monde, pour aller gagner la Coupe du Monde, qu'on fasse pas comme l'Irlande 2018, qui était la meilleure du monde en 2018, mais qui en 2019 avait déjà repiqué, ils avaient mal calculé leur coup. C'est une logique de progression qu'on a pour aller à cette Coupe du Monde et pour gagner cette Coupe du Monde. Donc si on perd, on aura beaucoup d'enseignements à tirer. Bon, on sait sur quoi on devra travailler parce que les Blacks ont cette tendance-là à te montrer, à faire encore plus grandes tes faiblesses, à te montrer encore plus fortement tes faiblesses. Donc ça va être un apprentissage. On peut les battre, mais ça va être aussi un apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage.
Moi, je pense que. Alors, je vais donner mon pronostic. J'ai dit en début de vidéo que j'étais quelqu'un d'optimiste, hein, de base. Moi, je pense que l'équipe de France manque trop d'expérience pour battre les Blacks. Je pense que ça va être trop dur pour nous. Il y a trop de situations de jeu sur lesquelles on peut être pénalisé ou sur lesquelles tout simplement tu vas prendre un mec, tu vas te faire transpercer et ils vont faire 40 mètres avec la balle, ils vont marquer. Il y a trop de situations possibles comme ça, je pense, et on va avoir du mal à les battre dans ce sens-là. Maintenant, si on perd de quelques points contre les Blacks, comme c'est ce que j'imagine actuellement, c'est pas une honte et c'est pas un désespoir total parce que la Coupe du Monde est dans 2 ans, donc le groupe est à seulement 50% du chemin pour la Coupe du Monde à venir. Si tu perds de quelques points contre les Blacks, ça veut aussi dire que tu peux prendre les 2 6 nations qui suivent, mais c'est pas, hein. Donc, voilà, je pense que une courte défaite face aux Blacks ne serait pas inquiétante. Et au contraire, on nous montrerait, comme tu as dit, tous les axes de travail que l'on a encore. Elle éviterait aux joueurs de prendre trop de confiance, un surplus de confiance qui pourrait être fatal par la suite. Donc, une défaite contre les Blacks pourrait avoir des vertus. Si on en prend 40 Ouais, ou 50 en revanche, ce que j'imagine pas, ce que je pense pas, parce que je pense que les forces sont assez équilibrées. Si on en prend 40 ou 50, par contre, ce sera quand même un très 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 gros coup d'arrêt pour le projet. ouais, et encore, même si on en prend 40 ou 50, ce qu'encore une fois, il paraît peu probable, voilà, quoi. C'est comme ça montre qu'on est vraiment encore du chemin, qu'il faut travailler, qu'il faut redoubler d'efforts et qu'il faut pas laisser tomber. Bon, je pense qu'une fois qu'on n'en prendra pas 40 ou 50, hein, mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, si on perd 23-19, bon, c'est pas honteux de perdre 23-19 face aux Blacks, quoi. Oh, tu me répètes tellement depuis un mois ou deux qu'on pourrait perdre 23-19 face aux Blacks que je sens que c'est ce qui va arriver au final. Si ça arrive, tu me fais une statue. Mais après, je ne crois pas trop parce qu'il y avait pas mal de débats comme quoi les Blacks ne perdaient pas 2 matchs de suite, etc. Bon, déjà, c'est pas vrai. Et ensuite, bon, ils ne perdent pas beaucoup de tout court, mais c'est surtout pour ça qu'ils perdent jamais 2 matchs de suite. Mais je pense que s'ils tombent face à une équipe plus forte qu'eux, bah, ils perdent 2 matchs de suite. Donc, c'est pas un très bon argument. Et si Irlande, que l'on vient de battre 2 fois d'affilée, bah, qu'on a toujours gagné sous l'air Galtier, les a battus, ça veut dire que nous aussi on peut les battre, même s'il y a aussi une question de système de jeu, d'esprit, etc. Je pense qu'il n'y a pas de raison que la France ne puisse pas faire un gros coup face aux Blacks. Moi, je pense qu'on peut gagner. Je pense vraiment qu'on peut gagner ce match. Je serai devant ma télé, enfin dans mon ordinateur plus précisément, samedi. Est-ce que Évidemment. tu... Voilà, donc je pense que... Est-ce que selon toi on a un petit peu tout dit? Je pense qu'on a vraiment tout dit, ouais. Je vois pas ce qu'on C'était... pourrait dire de plus, c'est- si ce n'est les bleus, tu vois, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Oui, oui, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse les faire, les encourager. Si vous voulez continuer à suivre nos analyses rugby et sport en général, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site, le Club 115, Twitter, Facebook, le Club 115 aussi. Et encore une fois, on répète ce qu'on a dit juste pendant la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à exprimer votre opinion, à exprimer vos potentiels désaccords avec nous. Et d'ici là, on encourage l'équipe de France en espérant, en espérant le meilleur résultat possible face à une des meilleures nations de l'histoire. Totalement. Salut Max, à la prochaine. Salut à tous, ciao, bye. Ciao.